Bonjour, bienvenue sur tousporlasanté.tv. Il vaut mieux prévenir que guérir. L'adage, une fois de plus, se confirme. Bien vieillir, cela se prépare. La prévention semble dorénavant un des piliers de la politique de santé. Le ministre de la Santé et de la Prévention a annoncé des rendez-vous de santé à 25, 45 et 65 ans. Ce serait donc à 65 ans que l'on pourrait commencer à préparer sa vieillesse. N'est-ce pas un peu tard ? Que faire ? Faut-il se méfier d'ennemis insidieux tels qu'une chute ou une grippe ? Ce sont les questions que nous allons poser à nos experts avec, vous allez le voir, quelques surprises. Et si la prévention était indispensable au bien vieillir, merci de nous suivre. Alors, Monsieur le Ministre, merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Tous pour la Santé. Alors, vous avez lancé il y a quelques semaines le Conseil national de la refondation centré sur le bien vieillir. Quelle est la place de la prévention qui est donnée dans ce CNR bien vieillir ? L'idée du Conseil national de la refondation sur le bien vieillir, c'est de co-construire avec l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème du grand âge, donc en particulier avec les citoyens, les familles, les élus, les professionnels, une feuille de route pour le bien vieillir dans notre pays et faire face aux défis du vieillissement. La question de la prévention, elle est centrale, mais avec une approche un peu large de cette question de prévention. Moi, je vois ça comme la prévention qui permet le maintien de l'autonomie, plutôt que d'ailleurs la prévention de la perte d'autonomie pour apporter une vision peut-être un peu positive de cette question de la prévention. Elle est essentielle, cette question, c'est celle de l'adaptation en fait, de l'ensemble de la société au vieillissement. C'est comment on va demain rendre les territoires adaptés à la perte d'autonomie, donc comment on va aménager les espaces urbains, comment on va aménager nos transports, comment on va revoir nos réseaux de santé aussi. C'est comment ensuite on va aménager aussi son environnement immédiat, c'est le logement. Le président de la République a annoncé la mise en place de la fameuse prime, MaPrimeAdapt', dès 2024. L'objectif étant de pouvoir adapter d'ici à 2030 400 000 logements à la perte d'autonomie, donc pour vraiment adapter l'environnement immédiat de nos concitoyens et permettre le maintien à domicile de nos aînés, en tout cas ceux qui le souhaitent. Et il y a un grand nombre de Français aujourd'hui qui souhaitent vieillir à domicile. On le fera aussi en adaptant l'offre médico-sociale ou l'offre de logement, notamment en développant l'habitat intermédiaire, l'habitat inclusif, l'habitat partagé. C'est extrêmement important. Et puis en développant la capacité qu'on aura à apporter des services à domicile, soit des services d'aide à domicile, des soins infirmiers, de l'hospitalisation aussi à domicile. C'est important demain de pouvoir apporter ce service. Et puis enfin, le dernier niveau d'adaptation, c'est son comportement personnel. C'est comment, tout au long de la vie, on fait en sorte qu'on puisse préparer ce bien vieillir. Et ça commence dès le plus jeune âge. C'est pour ça que le ministre de la Santé et de la Prévention, d'ailleurs, a souhaité mettre en place des rendez-vous médicaux tout au long de la vie pour pouvoir accompagner en fait, ce vieillissement. Alors, professeur Guérin, vous êtes gériatre au CHU de Nice et vous étiez président de la Société française de gériatrie et de gérontologie. La prévention est au cœur de vos préoccupations, mais vous avez maintenant un nouveau volet qui est plus proactif justement et qui donne plus de place à la prévention. Vous pouvez nous en parler 2 minutes ? Alors oui, parce que c'est vrai que le sujet de la prévention est évidemment clé pour à la fois le maintien de l'état de santé, je tiens toujours à faire le lien entre les deux, et l'état d'autonomie le plus longtemps possible, parce que l'un ne va pas sans l'autre malgré tout, même si c'est plus vaste finalement dans les stratégies de prévention pour l'autonomie que ça peut même l'être pour la santé. Mais les deux sont liés. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a à la fois, on va dire, une acculturation de l'ensemble de nos concitoyens à leur capital santé et autonomie, enfin, alors que jusqu'ici on ne parlait au mieux que de la santé. Donc tout au long de la vie, ça commence certainement dès l'école primaire. On est tout à fait d'accord avec Catherine, nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter. L'autre élément, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire. Nous avons des interventions, une fois qu'on a regardé ce qui se passait, qu'on a fait une forme de profil, par exemple lors de la consultation de 65 ans, même probablement même encore plus tard. C'est pas trop tard, 65 ans ? Non, il faut le faire tout au long de la vie, j'ai dit tout à l'heure. Donc je maintiens que c'est une culture de la prévention qu'il faut acquérir. Et effectivement, dès 25 ans et dès 45 ans, vous avez des sujets de prévention pour votre état de santé. Si on peut vous expliquer qu'en même temps,
il y a des choses à faire pour son autonomie, c'est bien. Mais le temps de 65 ans est un bon temps pour le faire, malgré tout, surtout parce que c'est un temps où, à partir de là, on a des capacités d'intervention pour, on va dire, gagner de la réserve fonctionnelle. On parlait assez récemment. Aborder la potentielle sénescence le plus haut possible, parce qu'on va avoir une diminution des fonctions cognitives, c'est ça. Le fait de vieillir, c'est l'élément le plus incroyable qui soit arrivé dans l'espèce humaine depuis très longtemps, c'est ce que disait en tout cas Claude Lévi-Strauss, surtout avec une vitesse aussi importante, unique dans l'histoire de l'humanité. Donc on a beaucoup de chance de vivre ce temps où nous pouvons vivre plus longtemps. Mais effectivement, il faut le faire dans les meilleures conditions possibles. On a un champ de recherche, de science incroyable, parce que ça n'est jamais arrivé. Donc on est face à des questions qui sont palpitantes pour le scientifique, mais très importantes pour le citoyen. Et donc on a déjà beaucoup travaillé sur les décennies précédentes, donc on sait ce qu'il faut faire. On sait comment faire pour garder un état de santé et un état d'autonomie le meilleur possible à 80, 90, 100, demain 110, 120, 130, il n'y a peut-être pas de limite. Donc ce sujet est essentiel. Il se base sur toujours une vision intégrative, médico-psychosociale. Toujours. Ça ne sert à rien de faire de la prévention juste par l'activité physique, par exemple, qui est un élément clé de la prévention pour la santé et pour le maintien de l'autonomie, si on ne le croise pas à l'utilité sociale, à ce besoin, nous sommes des animaux sociaux, ce besoin d'être utile à tout temps de la vie, la stimulation cognitive, l'alimentation, le côté émotionnel qui est très important. Quand on vieillit, on a plus de difficultés en tout cas, il y a une prévalence plus importante, on est plus souvent stressé, anxieux, un peu tristouille, comme on dit à Nice. Donc ce sont des éléments essentiels. Évidemment, le sujet des maladies chroniques qui sont à côté, la bonne gestion, pas trop de médicaments, mais les médicaments. Et les événements intercurrents, éviter les chutes. C'est pour ça qu'on doit adapter les domiciles. C'est éviter les chutes, éviter la grippe. On va revenir avec le professeur Lina. Tout à fait. Professeur Lina, justement, je me tourne vers vous. Vous avez le centre expert de référence de la grippe. Vous avez été bien sûr un membre éminent du conseil scientifique du président Macron pour le Covid. Alors, la grippe, j'allais dire, c'est une de vos vieilles amies. Quel est le bilan, là, cette année de la grippe ? La grippe, elle est assez sévère, quand même, malgré tout, parce qu'on a affaire à un virus qui est sorti assez renforcé, finalement, de la crise Covid, puisque pendant toute la période du Covid, on a éteint tous les virus. Et dans le panorama des virus de la grippe, seuls les meilleurs ont réussi à survivre. Et en quelque sorte, on a eu une épidémie qui était liée à un virus qui avait peu de diversité, mais une capacité de transmission élevée. Et on voit aujourd'hui, c'est mesuré au niveau européen, c'est mesuré au niveau international, et c'est aussi observé en France, une sévérité assez prononcée quand même. Et c'est une sévérité qui touche les 45-65 ans. Ce n'est pas les plus âgés qui sont le plus atteints, c'est plutôt les moyennement âgés, qui sont à peu près de mon âge, moi je suis dans la fourchette haute, et pour lesquels on observe des formes graves et on observe du décès aussi. Donc oui, la grippe tue, on sait que ça peut aller jusqu'à 15 000 décès par an, les mauvaises années. Ça oscille entre 5 000 et 15 000, effectivement il y a même eu une année avec 17 000 décès, en sachant que ces décès sont calculés comme étant imputés à la grippe, parce que certains ont fait des défaillances multiviscérales ou monoviscérales parce qu'ils avaient une pathologie chronique sous-jacente qui a été déséquilibrée par la grippe. Et il y a quelques infections grippales qui entraînent un décès du fait de la grippe. Mais ça, ils sont moins fréquents.